Bonjour à tous. L'opposition à Patrice Talon était à Dogbo pour répondre à sa sortie médiatique réalisée face à deux journalistes de la radio nationale aux attaques viriles et directes de Patrice Talon contre son prédécesseur. Boni Yaya a répondu par la prière et l'appel à la tolérance de ses partisans. Le temps de la campagne pour la présidentielle est-il lancé ainsi? Retournons-nous à une vieille époque où la scène politique était clivée et bipolarisée et l'atmosphère politique pourrie par ces deux personnages. Nous faisons le débat. Tout à l'heure, dans votre matinale de ce mercredi matin, il y aura encore des Vaudoundés. Si le temps nous le permettait, nous dirons deux mots sur la pérennisation de l'initiative du gouvernement Talon. Mais avant, nous allons demander ce que cela a pu nous apporter comme gain directement de l'organisation de ce festival. Avec Jacques Degbé dans la rubrique économie, nous parlerons donc de l'économie des Vaudoundés. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Fraternité, réchauffement des liens. BA-UPR, que cachent ces chants de sirènes, se demande le journal. Lutte contre les maladies tropicales. Le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins contre le paludisme. Et puis qu'en 2023 en Côte d'Ivoire, le Burkina s'impose à la Mauritanie. Exploit de la Namibie face à la Tunisie. Et un Mali souverain devant l'Afrique du Sud. Le matinal, énième rencontre entre les deux plus grands partis politiques de la mouvance au Bénin. À la page 2, le journal qui se demande que mijote l'UPR et le BR pour avoir libéré un garde à vue moyennant de l'argent. Un policier risque 15 ans de prison ferme. Nous apprend donc le quotidien qui paraît aménoté. Nord-Sud quotidien, assurance automobile, de nouvelles conditions obligatoires, détails dans les colonnes du quotidien ce matin. Le télégramme, échange entre Djogbenou et Biochane, maintenir la cohésion et le bon vivre ensemble, c'est le leitmotiv de cette rencontre-là. Et puis, deuil dans la presse béninoise, les circonstances de la mort du journaliste Jérôme Carlos Déviance dans le cercle religieux à Toffo. Nous sommes avec le potentiel, un pasteur dans l'entrejambe d'une femme mariée. Cela pose quelques soucis de morale là-bas. Nous apprend donc le quotidien Corps des eaux et forêts. Un commandant retrouvé mort dans le zoo. Une enquête a été ouverte à ce sujet. Le matin, lutte contre la mortalité chez les enfants. Le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins antipaludiques. Détail dans les journaux Info Matin ce matin, très politique, avec sa manchette tractation pour une mise en ordre de bataille pour les prochaines présidentielles au Bénin. Même supposé non partant, Talon veut demeurer le seul maître du jeu. La gestion interne des futurs dissidents UPR et BR, le véritable casting de fin de mandat pour l'homme. Il y a eu l'os de la gorge de Patrice Talon dans son sport favori, drainer les foules. En tout cas, vous avez vu pour la dernière sortie à Dogbo, on en parle tout à l'heure lorsqu'on sera avec nos débatteurs. D'Abarou, mariage au Bénin, les préalables à observer. Chez les musulmans et chez les chrétiens, matin libre, interdiction de rassemblement politique, les maires doivent se libérer de la peur, conseille le journal. La loi portant statut de l'opposition les protège pourtant. Et puis, révision répétée du code électoral. Robert Dessous, dans la colonne de Matin Libre ce matin. Ceux qui sont au pouvoir doivent avoir de l'écoute. C'est un conseil. L'autre quotidien, candidature à l'élection présidentielle de 2026. Quelle stratégie pour avoir la chance de gagner? Cher potentiel candidat, achetez l'autre quotidien et lisez les conseils du journal. Le chasseur info, nos paiements des contributions scolaires dans les lycées et collèges. L'UNAPEB interpelle le gouvernement sur le renvoi des apprenants. Et puis, nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Réchauffement des liens BAUPR, que cachent ces chants de sirènes, se demande Fraternité, un peu surpris par ces consultations assez régulières entre les leaders des deux partis soutenant les actions du chef de l'État. Lutte contre les maladies tropicales, le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins contre le paludisme. Et puis un dernier titre, ce sera concernant la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Burkina Faso s'impose à la Mauritanie, exploit de la Namibie face à la Tunisie hier, et puis un Mali souverain devant l'Afrique du Sud. Score final, 2-0, acheté Fraternité, Ayem
et découvrez les détails. Justement, parlant de détails dans les colonnes du quotidien, eh bien, à la page 3, vous avez quelques précisions liées à ça. Grosse interrogation en manchette ce matin à propos donc de la consultation entre les deux leaders des deux formations politiques, en tout cas les plus importantes et soutenant les actions du chef de l'État. Blaise Biotchane a reçu une délégation donc de Joseph Djogbenou. Vous voyez un peu les lâches sourires des deux hommes sur la page 3 du quotidien Fraternité. Alors que se sont-ils dit? Pourquoi est-ce qu'ils se sont rencontrés? Fraternité vous apporte quelques détails. Achetez le quotidien, informez-vous. Informez-vous sur l'actualité à l'africaine. Vous avez quelques zooms sur notamment la présidentielle au Comore avec l'issue déclarée officiellement. Azali Assoumani a été déclaré vainqueur au premier tour. Et découvrez comment est-ce qu'il a pu remporter son élection. Et puis, la présidentielle au Sénégal, 44 prétendants réclament davantage de transparence sur le contrôle des parrainages. Vous avez l'actualité aussi au Tchad, puis au Rwanda. De quoi est-ce qu'il s'agit? Achetez le journal et découvrez toujours. Découvrez aussi les échos de la CAN avec ces différentes performances, notamment à travers les matchs livrés hier. La grosse surprise est venue de la Namibie qui a battu la Tunisie 1-0. Comment cela s'est passé? Achetez le journal. Achetez le journal aussi pour avoir quelques analyses des différentes rencontres. Le programme de la journée. Quand on sera à l'étape du journal des sports, Ali Moumouni viendra nous donner quelques précisions par rapport à tout cela et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Voici chez vous maintenant le bulletin de l'information. Ce sera avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes. Hier mardi 16 janvier 2024, cela faisait exactement 47 ans que le Bénin refoulait une agression militaire des mercenaires conduits par Bob Denard à Cotonou. En souvenir aux enfants de la patrie tombés ce jour-là et pour protéger le pays, l'état-major général des forces armées béninoises a organisé une cérémonie de dépôt de gerbe à la place du souvenir à Cotonou. Retour sur les images tout à l'heure. Et puis la nouvelle est tombée lundi dernier. L'écrivain et journaliste émérite Jérôme Carlos a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Dans ce bulletin d'information, nous reviendrons sur la dernière sortie publique de cet homme qui remonte au 6 janvier 2024 sur les ondes de la radio Cap FM, sa radio qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Voici le bulletin. Et on commence par les images pour marquer un souvenir, pas très gai en tout cas pour le Bénin. Cela faisait hier, 16 janvier 2024. Eh bien, la date exacte de souvenir de l'agression du 16 janvier 1977 et à l'occasion justement de ce souvenir, l'état-major général des forces armées béninoises avec à sa tête son chef, le général Fructueux Baguidi, a organisé, Teddy Goudala, une cérémonie de dépôt de gerbe à la place du souvenir. C'est à Cotonou. Tanguy, c'était une cérémonie assez sobre à laquelle on prépare les parents des victimes de cette agression. Dans son message, le chef d'état-major général des forces armées a exprimé ses émotions en la mémoire de cette dévouée à la cause de la patrie. Il a également renouvelé l'engagement des forces de défense à œuvrer davantage pour garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voici le reportage que nous propose ici Florence Bossa. La place des Martyrs à Cotonou ce 16 janvier 2024. Le chef d'état-major fait son arrivée sur les lieux. Revue des troupes. Et puis dépôt de gerbe. Un moment de recueillement, signe du respect de la mémoire des dignes fils du Bénin qui ont péri lors de l'agression du 16 janvier 1977.
Visiblement une cérémonie sobre mais remplie d'émotions. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous venons à ces moments de recueillement. Respect pour ces anciens qui sont tombés pour le Bénin. Ils sont tombés parce qu'ils étaient persuadés de ce que notre Bénin doit toujours être défendu. Le souvenir des martyrs disparus il y a 47 ans est encore vivace dans la mémoire de leurs frères d'âmes encore en fonction. Par la voix de leur chef, ils s'engagent à maintenir et faire maintenir au pays un environnement de quiétude au profit de la population béninoise. Nous restons dans la même philosophie et nous ferons toujours de telle sorte que chaque fois qu'on nous attaque, ce soit le dernier jour pour ceux qui nous attaquent. L'histoire retient qu'au petit matin du 16 janvier 1977, un petit aéronef du type DC-7 avec à sa tête le mercenaire français Bob Denard se posa à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Objectif, s'emparer du palais de la Marina afin de renverser le régime marxiste-léniniste du lieutenant Mathieu Kérékou. Pendant des heures, l'armée béninoise va contenir des assaillants qu'elle va réussir à mettre en déroute. Mais l'opération s'achève malheureusement avec la mort de 7 compatriotes immortalisés ici à la place des martyrs. Merci à vous, Florence Bossard. En image à présent, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a réceptionné avant-hier un important lot de vaccins antipaludiques dans le cadre de l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. Il était accompagné pour la circonstance des représentants de l'UNICEF, de l'OMS ainsi que du système des Nations Unies. Après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, le Bénin vient ainsi en 4e position sur la liste des 9 premiers pays approuvés par la Gavi pour bénéficier du soutien de l'introduction du vaccin de ce programme. Son administration aux enfants de moins de 2 ans sur toute l'étendue du territoire national est prévue dans les tout prochains mois. Voilà. Depuis lundi dernier, Tanguy vous l'annonçait en titre, le monde de la presse est en deuil. Le journaliste et écrivain Jérôme Carlos est passé de vie à trépas à l'âge de 80 ans. La dernière sortie publique de cet homme du monde médiatique remonte du 6 janvier 2024 sur les ondes de la radio Cap FM, sa radio. Était-ce un message de revoir? Nul ne pouvait l'imaginer. Suivons ensemble l'audio de sa prestation. Bonjour, Willy. Comment vous portez-vous? Alhamdoulilah. Et coucou pour le doyen. Bonjour, tonton. Heureux d'arriver. Le doyen. Ça fait plaisir. Hein? Le doyen en Ça forme. fait plaisir. Ah oui. Alors, monsieur le directeur. Parce que la jeunesse est en forme. Ah oui, ah oui. Vive la jeunesse. Et dans sa diversité. C'est ça la presse, la diversité. Ouais. La liberté n'a jamais été uniforme. Non, jamais. Quand la liberté est uniforme, c'est qu'elle est en cage. Il faut l'en sortir. Et dire ce qu'on a au fond de soi, en y mettant la forme, bien sûr. Je crois que ce travail d'équilibre, de filtre, nous le faisons tous les samedis à travers Regard. Et c'est tout le mérite de tous nos confrères qui viennent des autres rédactions nous aider et qui ont pu donner à cette émission sa dimension actuelle. Une émission écoutée, appréciée, une émission qui compte parmi les grandes émissions de nos médias au pays. On ne peut que dire merci. Le mot est petit, mais il dit si grand. Surtout les samedis, nous avons nos obligations culturelles. Malgré cela, l'émission tient. Et ça, il faut le dire fort. Moi, je suis ravi de mon royaume de Porte-Nouveau
vos voix, vos passions, vos fiers, vos attentes. Je suis fier. Je suis fier parce que moi-même, vous ne le savez pas, c'est 22 ans d'exil. 22 ans loin du Bénin. À tout moment, un gamin peut te dire, va chez toi. Maintenant que je suis là, je réalise plus que jamais que nous n'avons qu'un seul pays. Et nous avons le devoir de le construire avec notre passion, notre volonté, toutes nos ressources du cœur et de l'esprit. C'est ce que nous essayons de faire avec Regard. Et Regard, il faut le préciser, vient en complément à ce qui se passe de 8h à 9h. Tribune libre. Tribune libre, c'est les auditeurs. Regard, c'est les confrères. C'est l'architecture de la chose. C'est ainsi que nous l'avons ordonné. On donne la parole à nos auditeurs à travers Tribune libre et on donne la parole aux professionnels à travers Regard. Et notre contrat du samedi est rempli. Et c'est à Poissou, l'homme qui a du fer dans les pieds, qui dirige cette grande messe. Voilà. Oh, merci, doyen Jérôme Carlos. Hein? Merci beaucoup. Vous n'avez pas à me dire merci, c'est à moi de vous dire merci. Vous qui laissez vos familles, vos rédactions, les cérémonies du samedi à Gore, à Port-Nouveau. Vous savez que nous sommes la capitale de Gore. Et à la fin de l'émission, il faut organiser à Gore. Alors. Merci. Allô? Oui, merci, Jérôme Carlos, le directeur général de Cap FM. Merci beaucoup. Et voilà, Jérôme Carlos s'en va, laissant derrière lui tout un parcours ambitieux qui le rendra à jamais inoubliable auprès de ces nombreuses personnes qui l'ont côtoyé. Nous vous proposons maintenant de suivre un zoom sur le vécu de l'homme de son vivant qui nous a quittés le 15 janvier 2024. Puisque tu pars, tombé tel un coup de foudre ce lundi 15 janvier 2024, la nouvelle a déjà fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Jérôme Carlos a passé l'âme à gauche. À l'âge de 80 ans, l'illustre journaliste et écrivain s'est éteint, laissant la presse et la littérature béninoise orphelines d'un monument. Ce brusque décès marque le point final d'une carrière aussi riche qu'inspirante. Rédacteur en chef à Ivoire Dimanche, de 1982 à 1990, à La Presse, de 1990 à 1993, et à La Lettre d'Afrique en 1994, Jérôme Carlos fut un expert consultant à l'Institut culturel africain de Dakar. Historien, chroniqueur et éditorialiste de talent, l'homme a été directeur du Centre africain de la pensée positive et des musées, bibliothèques et archives de Cotonou. Doté d'une plume originale, Jérôme Carlos est auteur de plusieurs ouvrages, au nombre desquels Les enfants de Mandela, Fleurs du désert et Cris de liberté. Si vous auditionnez ce chant, c'est que vous êtes sensible, voire concerné par un événement douloureux, imminent. Comment dresser un portrait de ce grand homme des lettres sans évoquer cette chronique qui est son apanage et qui a fait sa renommée, la chronique de Jérôme Carlos. Ce fut un exercice auquel il se livrait passionnément tous les jeudis sur la radio Cap FM, dont il fut le directeur. Celui du 11 janvier 2024 sera le dernier. Né le 30 septembre 1944, le baobab de Porto Novo s'en est allé et les réactions n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux. D'autorités politico-administratives aux professionnels des médias, un hommage a été rendu aux retraités, de vives émotions et des espérances ont été exprimées. Wilfried Léon Ngwedi, porte-parole du gouvernement, a ainsi salué un homme inspirant qui force respect et admiration. Le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Diobrenou, mettait en avant sa rigueur et son professionnalisme avant d'ajouter « À l'avenir, nous écouterons son silence
et y puiserons la lumière qui éclairera davantage notre chemin commun. Pour le ministre Yves Kwaro-Chabi, Jérôme Kallos fut un éminent journaliste dont la verve et l'élocution étaient aussi séduisantes qu'accrocheuses. Repos éternel aux disparus. Un ressenti, une émotion, quelque chose qui ressemblerait à votre propre histoire, votre propre vécu douloureux. Et voilà, Tanguy, c'est sur cette note, je vais dire, de tristesse que nous allons refermer ce bulletin d'information. Teddy Goudalon, on va pas être triste, même si la nouvelle, elle est triste. C'est un grand baobab qui est tombé, c'est bien. Dommage pour la presse, mais c'est quand même, en tout cas, la révélation aussi que la presse béninoise a quand même des valeurs. Et donc, peut l'assumer au-delà même des frontières nationales. Allez, bonne journée à vous, Teddy Goutalam. Merci. Revenez-moi demain quand on sera jeudi. Entre-temps, chers téléspectateurs, pour y prendre des rendez-vous d'informations sur le Canal 3 Bénin, notamment à 13h, à 19h30 et à 22h30 pour les grandes éditions de la journée. En édition intermédiaire, vous avez les rendez-vous de 11h et de 16h. Passons maintenant au bulletin des informations sportives. Vous connaissez l'actualité depuis samedi passé, c'est la CAN 2023 qui se déroule en terre ivoirienne. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. La grande sensation hier, en tout cas des sensations on en a pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Oui, suffisamment, on en a eu suffisamment de sensations. Hier, il faut dire tout simplement que d'une manière ou d'une autre, la logique a été respectée au niveau de la rencontre entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Le Burkina qui réussit quand même à s'offrir cette première victoire d'entrée à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina qui avait une domination stérile et les meilleures occasions qui étaient réalisées par l'équipe de la Mauritanie. Malheureusement pour la Mourabitoun qui n'ont pas pu concrétiser ces occasions. Et derrière, Bertrand Traoré va sévir. On va suivre le compte rendu que nous propose Candide Rouento. C'était difficile, mais le Burkina Faso réécrit son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la première fois, les étalons s'offrent une victoire pour leur entrée en lice, alors que ce sont leurs adversaires du jour, les Mourabitoun de la Mauritanie, qui se sont procurés les occasions les plus dangereuses. Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont pris la possession. Au cours des 45 premières minutes, les deux équipes se séparent dos à dos sur un score nul et vierge de 0 but partout. Scénario presque identique au retour des vestiaires, avec une domination stérile des Burkinabés. Et derrière, Hervé Kofi répond aux velléités de l'attaque mauritanienne. Coup de sort, les étalons obtiennent un pénalty en fin de rencontre grâce à l'intervention de la VAR. Bertrand Traoré le transforme et permet à son équipe de s'imposer in extremis. 1-0 pour le Burkina Faso qui prend la tête du groupe D devant l'Algérie qui totalise un point après son match nul face à l'Angola. Allez, ce qu'il faut retenir à l'issue de cette explication, c'est le but inscrit en dernière minute. On en a eu suffisamment au cours de cette compétition et surtout ces deux pénaltys, que ce soit celui de l'Égypte ou du Burkina Faso, qui sont des pénaltys bien discutables. Et ma foi, c'est un peu compliqué pour l'équipe adverse qui, malgré tous les efforts, se trouve se fait battre facilement grâce à ces pénaltys qui peuvent être discutables. Je pense que c'est beaucoup dommage pour la Mauritanie. Absolument, la Mauritanie surtout que c'est dans les ultimes instants de la rencontre. Pour l'Égypte, ça peut se comprendre un peu aussi, même si je dois dire les Égyptiens n'ont pas donné vraiment, je dois dire, la pression et la maîtrise de jeu qu'on leur connaît habituellement. Mais bon, ça fait deux pénaltys quand même qui vont continuer à alimenter les polémiques et les discussions et contestations. Bien entendu, on a vu hier également les pénaltys ratés de Percy Tao. C'était face à l'équipe du Mali. On fait le point des différents résultats des rencontres disputées hier. La Tunisie s'est fait énormément peur. Sinon, la Tunisie s'est inclinée. C'était face à l'équipe de la Namibie avec son capitaine Peter Chaloulilé. Même si ce n'est pas lui qui a trouvé le chemin des filets. En tout cas, en début de rencontre, il y a eu cette pression. Je dirais, ils ont carrément siégé l'équipe de la défense tunisienne. Et finalement, ils se sont offert ce but en fin de rencontre, en deuxième partie. But salvateur pour la Namibie. La Namibie qui, je dirais, trouve
réalise du moins un exploit pour sa première... C'est sa première victoire depuis ses participations à la CAN. Bien entendu, une phase finale de la Coupe Absolument, d'Afrique des Nations. La Namibie s'impose 1-0 face à la Tunisie et pour finir le Mali qui prend le dessus sur l'Afrique du Sud. 2-0. Chacune des deux équipes a eu, je dirais, sa mi-temps, malgré avec le pénalty manqué de Percy Tau en première période, le Mali qui réussit à mettre l'agressivité en deuxième mi-temps et donc s'impose 2-0. On fait le point au niveau du groupe D des rencontres disputées hier. Au niveau du groupe D, je disais la rencontre du Burkina Faso qui est venu faire, compléter la liste donc des équipes de ce groupe-là. Le Burkina qui termine donc leader avec 3 points après sa victoire. 1-0. L'Algérie est deuxième et va affronter le Burkina pour la deuxième sortie. Tanguy, ça va être assez intéressante entre ces deux formations. On va passer au niveau du classement général du groupe E. Le Mali est désormais leader avec 3 points, suivi de la Namibie qui totalise aussi 3 points. En tout cas, c'est une belle option pour la Namibie puisque les deux meilleurs troisièmes pourront se qualifier également. Absolument. Et donc, avec ces 3 points, la Namibie aura certainement cet avantage du ballottage favorable pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour. La Tunisie est troisième et l'Afrique du Sud avec un goal average dernier, avec un goal average de moins 2. La suite, ce sera aujourd'hui avec les rencontres du groupe F, rencontre comptant pour la 5e journée de la compétition en termes de jours de rencontres, mais en termes de match, c'est bien sûr les rencontres toujours de la première journée, les premiers matchs. Au niveau du groupe F, le Maroc affrontera la Tanzanie à partir de 18h et puis la RD Congo sera l'adversaire de la Zambie à 21h pour faire ainsi, pour ainsi compléter Tanguy, les rencontres de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. On va parler du football, Tanguy. Oui, quelques analyses rapidement. Quand je vois un peu la prestation de l'Afrique du Sud hier, qui est quand même formée majoritairement des joueurs de ce club de Mamelodi Sundowns, on se dit que l'option de bâtir une équipe nationale autour d'un club n'est pas toujours payant. Il me semble que c'est l'option que fait actuellement la France en attendant le mondial très prochain, en réunissant, je dois dire, l'essentiel de ces stars autour au sein du PSG. J'espère que ça va vraiment payer et j'attends de voir que cette option va faire vraiment ses preuves, même si l'Espagne nous l'a déjà montré en puisant l'essentiel de ces joueurs en équipe nationale dans le club de Barça. Ça a payé quand même par les années qui sont passées. Oui, je pense que d'ailleurs c'est un avantage pour pouvoir mettre en place une cohésion au sein de l'effectif, et on sait qu'au football c'est surtout le collectif qui gagne et non pas les individualités. Les individualités viennent surtout décanter la situation quand on se retrouve face à une difficulté. Hier, l'Afrique du Sud avait eu toutes les possibilités pour remporter cette explication. Vous allez bien le constater en termes de combinaison, en termes de possession de balles, et ils ont pris, je dirais l'ascendance sur le Mali. Malgré les deux buts du Mali, la possession de balles était à 50-50, ce qui n'envisage pas en fait du résultat que nous voyons à l'écran. Donc une manière pour dire que l'Afrique du Sud le Mali méritait justement sa victoire, mais l'Afrique du Sud, permettez-moi cette expression, ne méritait pas aussi sa défaite-là. Allez, on continue à parler de football. Cette fois-ci, on va revenir au pays, Ali. Oui, on va revenir au pays, parler du championnat national amateur de 3e division. Après donc que la rencontre, le championnat de ligue professionnelle soit allé en congé pour l'issue de la première phase, on aura donc pour la suite les rencontres de la 4e journée au niveau de Ligue 3 du Bénin. Et puis pour ce mercredi, ce sont les rencontres de la zone A seulement qui sont programmées. Sitatunga sera à domicile. Vous vous rappelez bien sûr de Sitatunga, ce club de l'Atlantique qui est descendu en Ligue 3 affrontera Abisport à 16h. La jeunesse sportive de la Vallée affrontera l'équipe de l'Union sportive de Sémé-Craqué. Espérance sera face à Jam et Talon jouera contre Cefes. Et pour finir, on aura cette explication entre Azos et Tambour. Voici pour ce qui concerne les rencontres de la Ligue 3 sur les différentes installations. Bien sûr, au plan national, Tanguy, on va passer d'une Coupe d'Afrique des Nations à une
à une autre, et cette fois-ci, la CAN masculin de handball qui va démarrer ce jour du côté de Caire en Égypte avec la cérémonie d'ouverture et puis des rencontres prévues, bien entendu, assez de rencontres au niveau des 4 groupes. On fait le point très rapidement. La RD Congo affrontera à 12h l'équipe de la Zambie. Ça, c'est bien sûr au niveau du groupe A. Le Cap-Vert sera l'adversaire du Rwanda. Au niveau du groupe B, on aura les rencontres Cameroun-Congo à 16h. Et puis l'Égypte, tenant du titre, sera l'adversaire à jouer, bien entendu, de la Guinée. L'Algérie affrontera à 10h avant, bien entendu, la cérémonie d'ouverture. Le Gabon, ça, c'est la poule C, et le Maroc affrontera la Libye. Et pour finir avec les rencontres du groupe D, la Tunisie jouera contre le Kenya, et puis l'Angola aura pour adversaire le Nigeria. Tanguy, voici donc les affiches pour ce mercredi 17 janvier 2024, comme temps bien sûr pour le tout préliminaire, la toute première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin qui aura lieu bien sûr du 17 au 27 janvier prochain. Voilà, du 17 au janvier 27 prochain, voilà, en Égypte. En tout cas, on sera calé, comme disent les jeunes actuellement. On restera donc branché pour suivre cette compétition aussi. Et pour ceux qui sont férus de ce sport-là aussi, on va souhaiter de bons moments de fête. Allez, Moumouni, passez une bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire la transition. Voici votre rubrique économie. Jacques Degbé est déjà en ligne depuis Parakou. Jacques Degbé, bonjour. Heureuse année à vous. Bonjour Tanguy, heureuse année également à vous et à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête à Parakou. En tout cas, nous sommes de retour sur Actu Matin et vous avec ce mercredi matin pour parler économie, et nous allons nous intéresser à une actualité la plus importante de la longue période de notre absence par ici, les Vodou Days. Les 8 et 9 janvier dernier, Jacques, les Vodou Days ont réuni des milliers de personnes venues des 4 coins du Bénin, mais aussi d'au-delà des frontières nationales à Ouidah. On s'est réjoui, on a beaucoup dansé, on s'est aussi amusé, mais est-ce que nous avons au moins fait des chiffres à l'occasion, Jacques? Oui, Tanguy, c'est une question que se posent beaucoup de Béninois, que vous aussi, en tant que journaliste, on se pose, que gagne réellement le Bénin à travers ces Vodou Days, dont la première édition a été organisée en grande pompe pour la semaine dernière, vous l'avez dit. Il n'y a pas de précision sur le montant dépensé par le gouvernement pour organiser cet événement, mais il se murmure que plusieurs milliards de nos francs ont été engloutis pour la tenue de cet événement culturel à caractère international. Mais quel retour sur investissement, c'est la grosse question. Eh bien, nous avons cherché à comprendre avec des experts, des économistes notamment. On parle de près de 100 000 touristes, en tout cas selon les chiffres officiels, 100 000 touristes qui ont rallié la ville historique de Ouidah pour ces Vodou Days. Ça fait donc près de 100 000 personnes à transporter, près de 100 000 personnes à héberger, 100 000 personnes à restaurer. Par ailleurs, la plupart de ces touristes, en retournant chez eux, vont s'acheter certains objets d'art, certains biens sur place à Ouidah. C'est toute l'économie locale qui en sort gagnante. Les promoteurs d'hôtels, les restaurateurs, les taxis, bref, tous les opérateurs économiques, croyez-moi, doivent avoir jubilé pendant cette période des Vodou Days à Ouidah. Vous savez, le tourisme a cette particularité d'embraser plusieurs autres secteurs de l'économie, le transport, l'hébergement, la restauration, l'artisanat et beaucoup d'autres secteurs. L'impact sur le plan économique ne peut qu'être considérable. Et ce que le pays gagne, c'est ce que gagnent les agents économiques pris individuellement. Au-delà de ces 2-3 jours de Vodou Days, eh bien, Ouidah est désormais mis devant la scène, et même des jours ordinaires, des touristes qui connaissent désormais Ouidah, qui vont faire la promotion de Ouidah à travers le monde, eh bien, d'autres touristes peuvent venir pendant d'autres périodes au cours de l'année, passer des moments à Ouidah. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est toute l'économie locale qui va en sortir gagnante. Tout à fait. Et on a eu beaucoup de peine à l'occasion, Jacques, pour répondre à certains besoins. Je vais citer par exemple l'hébergement, la restauration. Vous en aviez parlé tout à l'heure. On n'a pas vu venir les choses côté opérateur pour en profiter suffisamment.
Oui, et c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup, peut-être, ne pensaient pas que l'événement allait être aussi grandiose. Selon notre envoyé spécial sur les lieux, Iluri Chabalo, qui était de la partie, il n'y avait même plus une certaine période de place dans les hôtels. Il fallait faire, comment on appelle ça? Il fallait déjà annoncer son arrivée. Certains participants ont dû passer leur séjour dans les chambres ordinaires chez les Ouidaïens, vivre cette ambiance aussi, même quand on est blanc, qu'on est venu. Ça crée la famille. Caraïbes, de l'Amérique, eh bien, ils ont passé leur séjour, ils ont passé leur nuit dans les chambres de nos frères de Ouida. Constat quasi identique chez les restaurateurs avec pour conséquence la flambée des prix qui a été constatée sur place. C'est dit donc que l'opportunité est bien là, il faut la saisir désormais pour les opérateurs économiques. Il faut investir dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le secteur artisanal, même dans le transport. Il faut moderniser le transport parce que l'opportunité est déjà là. Il faut maintenant chercher à satisfaire ces touristes-là qui vont venir de façon beaucoup plus nombreuse, j'imagine, pour les prochaines éditions et qui vont venir, comme je le disais tantôt, pendant d'autres périodes de l'année. En tout cas, c'est le mal qu'on puisse souhaiter à Ouida. Hein. Vodundés, d'accord, Jacques. Ouida, à Ouida, ok, on est d'accord. Mais on peut faire mieux, non? En mêlant d'autres localités à la fête. Bien sûr, et Dieu seul sait qu'on a beaucoup de sites touristiques dans notre pays. Je vais vous citer quelques-uns, la chute de Tanougou, les Katasomba, la chute de Kota, nous sommes là dans l'Atapora, le Royal de Niki, le musée historique d'Abomey et les musées de façon générale, les parcs nationaux, Pandiari et W, même si bon, l'insécurité avec les attaques terroristes font fuir certains pour l'instant, il y a les plages, on a les plages qu'on peut désormais mieux aménager, la cité lacustre de Gambier sur le lac Nokoué, la liste est longue, et si on décide véritablement de faire de notre tourisme un secteur de développement, je crois que les potentialités sont là, au gouvernement de ne pas seulement se focaliser sur les Vodundés, d'investir dans les autres localités du pays afin que les touristes aient une panoplie de sites à visiter et ce sont ces localités-là aussi qui vont en sortir gagnantes. Si le touriste va, je sais pas, quelque part à Tangueta, à Bomé, à Gambier, les opérateurs économiques de cette localité-là également vont en tirer profit. Absolument, mais faut-il le dire, hein? Le programme d'action du gouvernement prend en compte beaucoup d'investissements dans d'autres localités, en tout cas pour le développement du tourisme et l'aménagement des espaces touristiques pour donner un coup de pouce à ce secteur-là. On espère en tout cas qu'avec le temps, ces investissements puissent être faits de façon intégrale afin de donner un nouveau visage au Bénin touristique. Jacques Degbe, merci beaucoup. Merci Tanguy et très bonne journée à vous. Heureuse année encore une fois à Parakou. Réciproque. Mesdames et messieurs, on va revenir en studio par ici pour recevoir notre invité ce matin. Voici Michel Aounon. Michel Aounon, directeur de publication du journal Palmarès. Bonjour. Bonjour, cher confrère Tanguy. Heureuse année. Merci. Un peu grippé. Oui, ça peut aller. Mais solide quand même. Oui, ça va. Merci de venir nous parler de ce que vous savez du douanier Jérôme Carlos, le géant Jérôme Carlos, qui s'est effondré lundi dernier. C'est la presse, ma foi, qui est en deuil. Michel Aounon, Jérôme Carlos est décédé, une grosse perte pour la nation, faut-il dire tout court. Merci Tanguy. Oui, Jérôme Carlos n'appartenait plus ou n'appartient pas à sa famille biologique. Jérôme Carlos appartient à la famille de la presse nationale. Jérôme Carlos, je dirais, si je dois parler de moi particulièrement, je dirais que c'est mon papa. Parce que Jérôme Carlos a formé plusieurs générations d'hommes de médias dans notre pays, et de par son profil aussi, et de par son sens d'engagement qu'il a mis au service de la corporation jusqu'au soir de sa vie. Parce que hier soir, par exemple, je suis tombé sur un vocal de son épouse, la veuve, qui disait que même le jour où le doyen Carlos devait rendre l'âme, c'est-à-dire le lundi 15,
il s'est attelé encore à écrire une chronique. Vous voyez, si à 80 ans, le doyen Carlos faisait encore l'effort de satisfaire cette obligation, vous voyez déjà qu'au plan professionnel, parce que dans l'un de ses propos que j'ai parcouru, il disait que c'est la presse qui va le suivre au tombeau. Et effectivement, la presse l'accompagne effectivement à la tombe. Alors, vous l'avez connu alors que vous faisiez à peine, je dois dire, vos premières armes, votre entrée dans le métier. Comment est-ce qu'elle vous était apparue, Jérôme Carlos, alors? Bon, tout jeune, à l'époque, j'entendais parler de Cap FM et j'ai entendu parler de lui 2 fois seulement. Et j'en étais là lorsque nous qui faisions nos premières armes dans la presse à l'époque, et l'ES, Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB à l'époque, dirigé par l'actuel DG de E-Télé, Agapit Napoléon Maforican. L'UJPB a lancé un appel à candidature pour recenser les journalistes les plus jeunes, qui avaient moins de 5 ans d'expérience professionnelle, pour un recyclage qui avait été financé par la HAC sur financement de l'aide de l'État à la presse privée. Et j'ai postulé, j'avais été retenu. Et j'étais pratiquement le plus jeune des stagiaires à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert Jérôme Carlos, qui avait été désigné pour coordonner toute la session de la formation qui a duré un peu plus de 3 semaines d'affilée. Et c'est là que j'ai connu Jérôme Carlos. Il était apparu comment? Trop géant? Trop petit par rapport à son nom? Pas trop petit, pas trop géant non plus, parce que le doyen que j'ai découvert j'ai découvert en lui très tôt quelqu'un qui avait vraiment de la matière, qui connaît le métier. Et je dis qu'au cours de la formation, on nous a soumis à l'exercice des grands genres journalistiques. Et à toutes les étapes, Jérôme Carlos était aux côtés des stagiaires. Et toutes les fois que nous étions allés sur le terrain pour revenir avec les projets de papier qu'il fallait rédiger et tout, je me rappelle, il avait à ses côtés le doyen Edouard Loco, qui était président de l'ODEM à l'époque, le doyen Georges Amelon, qui était aussi membre de l'ODEM. Il y avait un certain nombre d'aînés. Et j'avoue que la coordination de cette formation nous a donné les armes, nous qui étions à 2 ans ou à 3 ans d'expérience à peine, et notamment pour ce qui concerne la rédaction, les techniques rédactionnelles en presse écrite. Et nous avons beaucoup appris du Jérôme Carlos, notamment sur les grands genres journalistiques, ce qui manque aujourd'hui dans notre presse pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et Carlos a donné le meilleur de lui-même, et j'ai découvert en lui un monsieur qui était fier de voir les plus jeunes émerger, grandir dans la profession et rester professionnel. Et il est aussi très attaché aux valeurs morales. Et ce que j'ai senti en Jérôme Carlos au cours de la session, c'est que sa disponibilité et la ponctualité. Et généralement, nous, stagiaires, pour certaines raisons, on venait peut-être quelques fois 30 minutes après 8 heures, et on découvre que le doyen était là avant 8 heures avant nous. Et il a rectifié ça en l'espace de 72 heures, il a rectifié ça, et puis l'ordre est revenu. Je me rappelle comme si c'était hier, et franchement que la collaboration, la convivialité qu'il a développée avec les stagiaires que nous étions, au point où il a baptisé la promotion à Gbeonkwa, et que nous avons de la fierté à la fin de la formation, la photo de famille que nous avons faite avec le doyen. Il est allé placer cette photo-là au fronton de son bureau, à l'entrée de l'ancien siège de la radio, c'était à Pokpa. Toujours la radio est toujours à Pokpa, mais il y avait un ancien siège de la radio. Et une fois, je suis allé à Cap FM pour un autre motif et j'ai voulu faire un tour pour saluer le doyen dans son bureau quand j'ai découvert En bas de la photo, il y avait une mention qui m'a interpellé. Il dit « Un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais ». C'était son leitmotiv. Il a l'habitude de répéter cela. Souvent. Et la dernière fois que j'ai communiqué avec le doyen Carlos, ça doit être courant octobre 2023, où j'étais passé sur une émission à Cap FM, l'émission Regard, avec les confrères. Et voilà, donc là, il n'est pas intervenu dans l'émission, mais juste à la fin de l'émission, le confrère qui animait l'émission m'a passé son téléphone pour dire que le doyen voulait me saluer. Et je l'ai salué, on a échangé.
Et donc, il nous encourageait à poursuivre. Comme d'ailleurs, on l'a noté dans l'extrait qui est passé dans le bulletin de Teddy Goudala tout à l'heure. Mais est-ce qu'il a changé avec le temps? Son professionnalisme, dans sa façon de vivre son métier. Au plan professionnel, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il continue à écrire ses chroniques. Et j'ai cherché à avoir de ces nouvelles. C'était le 28 décembre. Nous étions dans une session de formation quelque part. Et il y avait un confrère de Cap FM qui y était. Et à l'occasion de la pause, je lui ai dit, mais le doyen, comment ça va? Est-ce qu'il se porte mieux? Et il dit que bon, ça va, qu'il est là, mais un peu fatigué. Ça, c'était le 28 décembre dernier seulement. Comment vous expliquez-vous une telle fidélité à sa profession? J'ai l'impression que c'est tout ce qu'il avait à faire, ça. Oui, et nous devons travailler à ce qu'il y ait de nouveaux Jérôme Carlos dans la presse. Des gens qui restent fidèles. Qui restent fidèles et qui ont un sens d'engagement pour la cause de la profession, désintéressés, mais qui nourrit la fierté de voir émerger une presse professionnelle responsable et digne. Ça, c'est Jérôme Carlos. Donc, ce que nous avons fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait de jeunes Jérôme Carlos qui poussent pour immortaliser la mémoire du doyen Carlos, pour ce qu'il a été pour le monde de la littérature, mais plus encore pour le monde de la presse. C'est pourquoi j'ai dit qu'il appartient à plusieurs familles. Et sa famille biologique, certes, mais sa famille professionnelle pleure davantage sa disparition. Et nous pensons que nous devons pouvoir... ce que j'ai regretté, c'est que il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y a à peine... Ça doit être courant en novembre ou octobre 2023, quand le coordonnateur général de la formation dont je parlais, Agapit Napoléon Mafroikan, a pris l'initiative que les journalistes qui faisaient partie de cette promotion de la formation qui avait été coordonnée, qu'on puisse organiser une cérémonie d'hommage en son honneur, en présentiel bien sûr, et ce que nous avons accueilli avec joie. Et la cérémonie a été reportée parce que le doyen ne se sentait pas bien le jour-là pour effectuer le déplacement. Mais malheureusement, il n'assistera plus jamais à cette cérémonie. C'est pour dire qu'au sein de la corporation, et nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il nous a laissé. Au point où nous avons bien voulu lui rendre hommage de son vivant, mais malheureusement, cela n'a pas pu. Mais nous gardons la foi. Nous gardons la foi que les hommages que nous n'avons pas pu lui rendre de son vivant, que nous avons pu lui rendre hommage de son vivant quand même, parce qu'il y a plusieurs générations d'hommes de médias, de femmes de médias qui sont passés par ses mains et qui officient encore aujourd'hui dans la presse et qui ont le devoir et la responsabilité donc de... Et la meilleure façon donc d'honorer la mémoire de Jérôme Carlos aujourd'hui, c'est de faire comme Jérôme Carlos en restant attaché aux valeurs, mais en restant aussi attaché au métier et à la corporation tel qu'il l'a fait. Alors au plan professionnel, on parle de sa rigueur, et au plan humain, on parle de son ouverture. C'est quand même deux choses assez difficiles à concilier. Vous avez compris le secret de Jérôme Carlos? Bon, ça là, franchement, je pense que ça doit être personnel à Jérôme Carlos. Et c'est tout à fait personnel, franchement, que ça reste un mystère. On dit tellement de bien de l'homme, on a l'impression que c'est un ange parmi les humains. C'est quoi? Il est si parfait que ça. Pendant ces 3 semaines que vous avez passées ensemble, vous n'aviez rien reproché à Jérôme Carlos? Il est rigoureux, mais il n'est pas méchant. Mais il aime que le travail soit bien fait jusqu'au bout. Et je pense que c'est une rigueur qui vous permet de vous mettre au pas et de ne pas vous adonner à la tricherie et donner le meilleur de vous-même pour ce que vous avez à faire et obtenir un bon résultat. Et sur ça, Jérôme Carlos, je pense que hier, j'ai parcouru une des conversations d'un de ses collaborateurs qui disait que il lui demandait s'il a déjà fait son testament. Et l'autre lui demandait, le collaborateur en question lui a dit mais que lui il va vivre pendant 100 ans. Il a dit non, que lui il n'aura pas 100 ans, qu'il meurt bientôt. Carrément. Vous voyez que lorsque on atteint un certain niveau de lucidité et un certain âge, et
au regard du parcours, les gens, à des moments donnés, je me suis dit que peut-être que lui-même a déjà perçu. Oui, peut-être la fatigue physique aidant aussi, il peut comprendre déjà que son heure est en train d'arriver. Mais au plan professionnel, Jérôme Carlos fait l'unanimité au sein de la corporation comme étant un doyen exemplaire et qui a de la fierté à voir les jeunes pousses grandir et rester professionnels et qui a un attachement pour la presse. Et c'est pourquoi je dis que la meilleure façon maintenant de lui rendre hommage, c'est que toutes ces générations, nous puissions bien faire notre travail pour en donner à sa mémoire. Michel Aonon, directeur de publication du journal Palmarès, merci beaucoup de venir nous parler de ce que vous savez du doyen Jérôme Carlos. Faut-il le rappeler d'ici? Je voudrais, si vous permettez, qu'au-delà de Jérôme Carlos, que nous puissions prendre l'habitude désormais de célébrer, de nous célébrer. Vous voyez, quand un militaire tombe les armes à la main, on organise une cérémonie pour honorer sa mémoire. Et donc, là maintenant, notre armée, c'est la presse. Et donc, nous devons nous organiser pour honorer dignement la mémoire de notre doyen qui nous a quittés. Je pense que cela va se faire. On espère bien. En tout cas, mes condoléances. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Si vous avez déjà le temps de digérer, en tout cas, cette nouvelle. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées ce matin. On va marquer la pause. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. La fête aux cadeaux, c'est maintenant chez Microland Informatique. Des offres exclusives Noël pour vous jusqu'au 10 janvier 2024. Des réductions exclusives jusqu'à moins 40% sur toutes nos gammes de produits informatiques, imprimantes et copieurs, équipements de vidéosurveillance X-Vision, fournitures en papeterie et bureautique et plein d'autres accessoires. Avec Microland, c'est jusqu'à 12 mois, voire 3 ans de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Nous vous proposons aussi des solutions d'impression sur mesure à travers notre service de location d'imprimantes pour vous dépanner. Nous sommes situés à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. Microland Informatique vous souhaite de belles fêtes.
De retour en plateau pour aborder la troisième partie de votre émission Actu Matin, la partie des opinions, des commentaires, des analyses. On aura à évoquer avec les débatteurs deux sujets majeurs, en tout cas si le temps nous le permettait. Boni Yayi était à Dogbo avec le reste des démocrates pour mobiliser une foule qu'on a quand même en vue sur des images et des vidéos avec assez de propos au nom de Dieu comme il en a l'habitude. On fera un peu l'analyse de cette sortie-là et puis si le temps nous le permettait, revenir un peu sur les Vodou Days en mettant un accent sur ce que ça va devenir une telle organisation portée par le gouvernement. Quand on sait qu'au Bénin, en tout cas, chaque gouvernement vient avec ses idées et celles de son prédécesseur sont toujours balayées du revers de la main. On verra bien quel sera le destin de cette manifestation. Allez, les débatteurs sont là, sinon presque. William, bonjour. Bonjour. Eric, Tanguy. bonjour. Bonjour, Tanguy. Boni Yayi était à Dogbo, une chose qu'on savait de lui et qui n'a pas changé. C'est son grand penchant en tant que bon Dieu-zard. Ça n'a pas raté aussi, William. Jésus et le bon Dieu étaient au centre de ses propos. Avec quelques pics aux alentours. Absolument, oui. Non, mais c'est l'homme et s'il n'a pas changé cette, je ne sais pas, cette popularité de sa piété ou cette popularisation de sa foi chrétienne pendant 10 ans de mandat, ce n'est pas maintenant qu'il est hors des fonctions d'État qu'il va changer. Il était à 2 doigts d'être pasteur, sinon c'était sa promesse. Après le pouvoir, il devrait retourner à l'église avec ses fidèles, voilà, et abandonner l'arène politique. Mais apparemment, en politique, c'est doux, c'est juteux, qu'on essuie des revers de tout genre, même l'inédit, et qu'on ne soit pas en mesure de quitter chez soi pendant des jours. On est encore plein d'énergie à revenir en politique, à retourner en politique. Bref, cela voudra dire que c'est intéressant. Après tout, quoi qu'on dise du côté de la politique, homme de Dieu, est-ce que c'est une stratégie pour tout le temps avoir le cœur des gens? Parce que vous savez, on est un pays, l'autre a dit que la religion est l'opium du peuple. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour moi, d'autres choses ont raison des hommes beaucoup plus que la religion. Mais quand on évoque Dieu, parce qu'on est très croyant, on est africain, on est béninois, on a un grand respect pour le divin, pour le surnaturel. Peut-être que on gobe facilement à la part quand on entend Dieu, et ça a toujours marché peut-être pour Boni Yayi, c'est pour ça qu'il y est accroché. Mais je pense que de plus en plus, il faut se départir de ce populisme-là et être un peu plus... c'est pour avoir sa foi et le manifester, c'est du populisme. Pour moi, en l'État, faire d'un meeting. Les démocrates ont appelé la sortie de Yayi à Dogbo meeting. Ils ont parlé d'une remobilisation politique à Dogbo. Oui. En meeting, parlez-nous de votre programme de société. Dites-nous ce que vous n'avez jamais fait en 10 ans et que vous entrevoyez de faire parce que vous voulez et vous vous présentez aujourd'hui comme la principale alternative à la tête de l'État. Parlez-nous de Dieu en foi chrétienne, je suis d'accord, mais parlez-nous beaucoup plus de programmes politiques. Eric? Ça me fait un peu penser à un article de Jeune Afrique sur Boni Yayi qui dit ceci. Il avait promis de se consacrer au pentecôtisme, mais mis à part un chant d'adoration et quelques prêches médiatisées, il ne s'est jamais véritablement éloigné des affaires politiques. Bon, c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous avons vu à Dogbo. Mais il avait en face de lui un public qui était quand même fou de le voir, voilà, dans les rues de Dogbo et de le suivre. Je pense que nous sommes déjà dans ce que nous avions évoqué ici il y a quelques jours en arrière. Sur le terrain politique aujourd'hui, l'homme, il est la tête d'un parti politique. Rien qu'à ce titre, n'est-ce pas, il se doit d'être sur le terrain, il se doit d'être proche de ses militants. Et nous avons aussi de l'autre côté le président qui a retrouvé un peu l'énergie aussi d'être dans les médias et de profiter aussi de danser quelques piques. Et en retour, il y a Eboni aussi qui ne rate pas l'occasion. Et c'est ce que nous avons vu. Alors,
Tout ceci rime à quoi? Nous allons observer justement que les deux personnalités régulièrement vont donc prendre d'assaut, que ce soit les médias ou bien le terrain, ou avec le collaborateur, avec des discours de ce genre. Yayi Boni, pour sa part, à Dogbo, a quand même essayé de lancer un message sur l'idée d'une révision. Il a essayé de faire une comparaison entre ce que lui, il avait voulu faire et ce qui se fait aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un sujet où, que ce soit du côté de la mouvance ou du côté de l'opposition, il y a un peu d'instrumentalisation. Est-ce que c'est ce dont nous avons véritablement besoin? Nous savons qu'à son époque, il a évoqué les raisons. Il voulait constitutionnaliser la Cour des comptes, il a évoqué l'imprescriptibilité des crimes économiques, voyez-vous, et donc ça régime à son agenda, et rien qu'à l'évoquer, on ne scrute pas véritablement les raisons pour lesquelles les différents chefs d'État ont toujours envie de réviser la Constitution. On agite toujours le troisième mandat, et c'est ce qui se fait en ce moment, même si ce n'est pas encore le cas. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. On parlait de la présence de Boni Yayi et surtout de ses messages de référence à Dieu et à Jésus, à Dogbo. Le style de l'homme n'a pas changé. Non, Boni Yayi n'a pas changé. Il n'a pas changé d'un iota. Ça lui a manqué d'ailleurs ses sorties, ses bains de foule. Le temps qu'il prenne la tête du parti Les Démocrates, il était un peu, disons, un peu discret, il était un peu au repos, mais je crois que très vite, il a trouvé la manière de revenir sur la scène et ça ne surprend pas, ça va s'intensifier. Vous avez vu avant même le rendez-vous de Dogbo, il a rassemblé la communauté Nagwa à Parakou pour festoyer, pour délivrer un message. Et donc, pour Dogbo, on a parlé de remobilisation. Il avait un message à passer. Le message, vous l'avez vu. Et c'est sur ce message précis que la communication a été accentuée. Je pense que Boni Yayi est déjà en campagne. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il est déjà en campagne. Il est en train de déjà tirer un peu le drap du côté des démocrates. Quant à surfer sur les erreurs peut-être du régime, les petites insuffisances de la gouvernance de Patrice Talon, il n'a pas attendu que les Vodou Days finissent définitivement, parce que là-bas, on a vu Patrice Talon qui était vraiment en vogue et qui a profité lui aussi de cet événement-là pour se donner une certaine... pour se rapprocher de la population. J'ai vu un Patrice Talon qui était assis à même sur une terrasse en train de suivre le spectacle. Ça ne perd de ses habitudes quand il a commencé par exercer le pouvoir. On en parlera tout à l'heure. Voilà. On verra bien, chacun il va de son style. Vous aviez dit, c'est déjà la campagne 2026 qui est ouverte. On peut le dire aussi du côté de la mouvance, avec les différentes sorties de Patrice Talon récemment. Mais restons toujours à Dogbo. C'était quand même l'occasion pour Boni Yayi, ma foi, de répondre, doit-on le dire, William, à tout ce qui a été dit et les pics qu'on lui a envoyés, que ce soit devant l'Assemblée nationale, en parlant du Bénin, qui quand même se développe sans les poses de première pierre et les cérémonies de lancement et d'ouverture, à ces pics qu'il a reçus au visage aussi nominé pour cette affaire donc de pardon face à ces deux journalistes, 2 jours après le passage à Porto Novo. On a l'impression que Boni Yayi est allé répondre justement à Patrice Talon. Et c'est pour cela que j'ai aimé votre euphémisme en la première question, c'est-à-dire entrer par le côté très pieux de Yayi et son discours chrétien. Parce qu'en fait, le rendez-vous de Dogbo, on l'appelle remobilisation, on lui donne tous les noms et l'effet est visible. Mais le message à l'intérieur, ce que Boni Yayi est allé faire concrètement, c'est de répondre à Patrice Talon et à ses préposés par rapport à tout ce qui lui a été dit ces derniers jours dans l'actualité politique. Et cela n'a pas raté. C'était un devoir de mémoire et la communication qui a suivi après du côté des démocrates sur les réseaux sociaux, c'est bien ces vidéos qu'ils ont remises en mémoire sur les propos de Patrice Talon à une époque et les propos de Boni Yayi qui étaient les allégations ou les propos qu'il a tenus à Dogbo. Boni Yayi dit
ces mêmes messieurs qui sont aujourd'hui d'accord pour la révision de la Constitution, qui l'ont révisée par voie parlementaire, ont dit par tous les noms et par tous les arguments juridiques et sociologiques que cette Constitution a une âme émotionnelle du peuple béninois et qu'on ne peut jamais la toucher si ce n'est pas voie référendaire. Et ce sont eux qui ont soutenu une révision constitutionnelle, nuitamment, précise-t-il, faite au Parlement. Est-ce que c'est un fait? Pour moi, c'en est un, et on le constate. Boni Yayi dit que lui, il n'a jamais parlé de troisième mandat pour la révision de la Constitution et que aujourd'hui, il s'étonne que des choses comme ça soient agitées dans l'opinion et que des gens disent que lui, sa révision constitutionnelle à l'époque était pour un troisième mandat. Et il rappelle qu'aujourd'hui, c'est plutôt maintenant que le spectre est levé. Et il rappelle également les conditions dans lesquelles lui, il voulait réviser la Constitution. Il parle de la Cour des comptes que la Constitution a intégrée avec la révision de 2019. Il parle de la constitutionnalisation de la Sénat. La Sénat n'est pas constitutionnelle, mais elle est permanente. Je ne crois pas l'avoir vu dans la Constitution. Bref, c'est un jeu sur le champ politique pour que chacun se défende de ses opinions, de ses arguments. Mais il dit une chose. Boni Yayi dit une chose dans sa communication. Une dernière, rapidement. Bon, une dernière, c'est que pour lui, Patrice Talon, il faut prier pour lui. Qu'il est dans une fonction sensible. Vous voyez, pour moi, ce sont des phrases qui embrassent le peuple. On verrait peut-être un Yayi plus tolérant parce que lui demande de prier pour Talon qui ne serait pas pour. Bref, ils sont en campagne. Pourquoi s'offre-t-il sur ce tableau assez opposé, je dois dire, à celui que propose Patrice Talon. Patrice Talon qui a été très viril lors des échanges avec les confrères de la radio nationale. Et Boni Yayi qui se montre très tolérant, très gentil, très poignant. C'était pas Boni Yayi je vais bondir sur vous et tout. Exactement, Franck. Non, c'est de l'ironie. Moi, je pense que Yayi Boni n'est pas sincère dans ce qu'il dit. Lorsqu'il dit qu'il faut prier pour Boni Yayi, il faut replacer Patrice Talon, les propos de Boni Yayi dans le contexte. Il ne faut pas les dissocier de tout ce qu'il a dit. Non, tout ce qu'il a dit, il s'est défendu et il dit il faut prier pour lui, il faut faire ça, il faut faire. Je pense que c'est de l'hypocrisie et puis de l'ironie politique qu'il est en train de faire, mais également pour attirer un peu l'attention du peuple vers lui, qui va voir en un Boni Yayi quelqu'un qui est soucieux du bon déroulement d'un mandat de Patrice Talon. Je pense que sur le terrain politique, je n'ai pas encore vu un adversaire politique faire de cadeaux pour celui qu'il a en face de lui. C'est un peu rare. Vous savez, si cela est sincère, tant mieux pour un homme qui a eu le temps d'offrir une Bible à un président et qui, par la suite, aujourd'hui, demande à ce qu'on prie pour lui. Si c'est sincère, tant mieux. Mais l'effet que vous avez évoqué, c'est peut-être ce qui est recherché au niveau de l'opinion. Peut-être on veut nous montrer qu'en face, nous avons un président qui est parfois dur et ferme dans ses propos, mais de l'autre côté, quelqu'un qui reçoit tout gentiment et qui a même le cœur si grand de demander encore de l'opinion, de prier pour lui. Et vous savez combien nous avons un peuple sympathisant qui, sur la balance, se range rapidement du côté de celui qui se considère être comme une victime, voyez-vous. Je pense que ce tableau, nous l'avons vécu depuis que les choses se sont un peu embrouillées entre les deux hommes. Mais cela nous éloigne des vraies questions de l'État. Et je pense que avec un peu d'humour, Patrice Talon l'a évoqué. Je sais les problèmes que j'ai avec Yayi Boni, c'est un truc personnel. Ça n'a rien à voir avec l'exercice de l'État, d'une fonction ou des préoccupations du pays, voyez-vous. Et je pense que c'est à cela qu'on doit pouvoir vraiment faire la part des choses. Si le sujet qui nous préoccupe, c'est la révision, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'elle est opportuniste? Est-ce que les conditions sont favorables? Est-ce que pour toucher le code électoral, est-ce qu'on a besoin d'aller vers la Constitution? Yayi Boni n'a pas besoin aujourd'hui de revenir quelques années en arrière, nous expliquer l'idée qui gouvernait, lui, sa révision, et c'est d'aujourd'hui. Encore que, et là où il est un peu davantage l'expliquer, nous avons suffisamment de garanties. L'une ne peut, je pense que cette phrase est devenue très célèbre aujourd'hui, qui nous éloigne de l'idée d'un troisième mandat. Et toutes les fois que la question a été posée à Patrice Talon, je pense, à la date d'aujourd'hui, sur le sujet, l'homme est clair. On ne peut pas aujourd'hui encore continuer par avoir des doutes. Est-ce que cette seule phrase, je ne sais pas par quel miracle, à l'abri. Je ne sais pas par quel miracle, par quelle alchimie, la chose est encore possible. En tout cas,
Il suffit juste de l'enlever et c'est fait. Une révision constitutionnelle pourrait sauter ce verrou. Tranquillement. D'accord. Pour moi, c'est que l'opposition n'a plus besoin d'estiquer encore sur un troisième mandat quand on a ces garanties. Vous savez, il y a une chose à ne pas oublier. Si cela n'était pas utile, Patrice Talon ne répondrait pas à Boni Yayi et Boni Yayi en retour ne jouerait pas à ce jeu. Trouver que c'est inopportun et qu'il y a d'autres choses à faire dans l'État, c'est que quelqu'un d'entre deux devrait arrêter, et celui qui trouve notamment que c'est inopportun devrait arrêter ce jeu de passe-passe, ce jeu de ping-pong, et ça leur permet d'animer aussi la vie politique d'une manière ou d'une autre. Ça leur permet d'être remis en scène. C'est une façon pour Boni Yayi... que l'autre l'a proposé à Tchakodi, donc lui il a encore des choses à dire et il attend cette rencontre. Bon, j'évoquais encore quelqu'un propose à Tchakodi, quelqu'un propose des séances de prière pour le président de la République. Donc, Yayi, dans l'opinion, c'est le président Dou, c'est le président des pains bénis, et Patrice Talon, c'est le président des réformes du. Lui-même le reconnaît, il dit que les pilules sont amères, mais il faut les avaler du temps de son premier mandat. Donc, c'est davantage, pour moi, ce n'est pas une ironie ou une hypocrisie comme Franck le pense, mais pour moi, c'est de la rhétorique politique. C'est pour dire, c'est moi le Dou, je demeure éternellement Dou, quelles que soient les attaques à ma personne, je suis toujours Dou. Ne vous attendez pas un jour à ce que la réponse du berger à la bergère soit à la forme du camp opposé. C'est sa stratégie à lui. Et quand Boni Yayi dit, par exemple, il ramène des faits en mémoire, il dit Kérékou, le président Soglo, le président Kérékou et moi avons organisé des élections avec cette constitution. Jamais une goutte de sang n'est tombée. Mais ceux qui ont révisé la constitution vous ont fait des élections. Quand ils ramènent des éléments comme ça à la surface, pour moi, c'est pour ne pas rendre un peuple amnésique. Eric dit qu'il ne faut pas rappeler les anciens faits. Vous savez, un peuple amnésique, c'est un peuple qui se torpille soi-même. Un peuple qui, par lui-même, ne se souvient pas des grands faits d'une histoire, des grands faits de son parcours, va reprendre les mêmes erreurs toutes les fois. Et quitte maintenant à la mouvance présidentielle de nous ramener également à la figure du temps de Boni Yayi, des dérives démocratiques et des libertés qui se sont déroulées sous son mandat et qui aujourd'hui, si elles ont évolué, ces dérives ou non, ou si nous sommes dans le même contexte. Il parle d'imprescriptibilité des crimes économiques. Aujourd'hui, imprescriptibilité, merci pour la rectification, des crimes économiques. Aujourd'hui, ce n'est pas fait dans la Constitution, mais avec la loi sur la criette, la loi de 2018 sur la criette, des crimes économiques sont imprescriptibles. Si je ne me trompe, je mets encore des griffes à ce niveau. Ce qui se passe du côté de la criette, est-ce que c'est ce que Boni Yayi aurait souhaité? Et moi, cela me permet, en illustration des deux mandats, parce que Talon a fait déjà 7 ans au moins. Donc, quand je prends les 10 ans de Yayi, je prends les 7 ans de Talon, je me rends compte que à chaque fois, ils ont voulu trouver des solutions éphémères à des conjonctures qui se dessinaient par rapport à leur atmosphère politique. Est-ce que ça a construit l'État bénin? Parce que moi, je me questionne, et quand je vois les raisons pour lesquelles, ou les arguments évoqués à une certaine époque contre les révisions constitutionnelles, ou les ambitions révisionnistes de Yayi, et celles qui sont en face aujourd'hui, les choses se ressemblent. Il y a un peu trop de ressemblance à certains niveaux. Est-ce que c'est pour un Bénin pérenne que nous construisons ces réformes à chaque niveau, ou est-ce que c'est pour le temps d'une gouvernance? Théodore Olo dira la semaine écoulée que la Constitution n'est pas un vêtement à la taille de chaque gouvernant, c'est l'aspiration collective d'un État. On va faire évoluer ce débat. J'ai l'impression qu'on est encore mal barré avec ces deux hommes. On est parti pour en parler pendant les 3 prochaines années. Franck, depuis 2012, ça nous fatigue, ces deux. Et même au-delà. Et à un moment donné, c'est vrai que le débat était devenu un peu monotone. On n'avait même pas de débat politique. Depuis que Boni Yayi est revenu au devant de la scène, vous avez vu que ça bouge un peu et nous avons du grain. Nous autres, au niveau de la presse à Moud, on était restés un peu en chômage pendant plusieurs années où l'actualité politique était terne. On n'avait pas véritablement de quoi se mettre sous la dent. Je pense que Boni Yayi sait qu'il est en face d'un peuple amnésique parce que au cours de sa gouvernance, si vous observez ces 2 mandats, c'est que Boni Yayi proposait des événements de rebondissement en rebondissement. Lorsqu'on crée une histoire et on sait que le peuple a bien pris ou a mal pris, on essaie de créer encore un autre et c'est comme ça que Boni Yayi a gouverné pendant ces 2 mandats. Vous avez vu, à des moments donnés, on dépêchait tous les ministres sur le terrain pour aller faire des tournées gouvernementales. Les élus au Parlement descendaient sur le terrain, rien que pour expliquer parfois
2 portions de phrases qui ont été votées à l'Assemblée et qui allaient en faveur... Il y a une tournée qui a été merveilleuse. J'ai jamais imaginé que ça puisse s'organiser dans un pays. La tournée où on a envoyé les ministres, les députés identifier les terres cultivables dans les localités. C'était terrible. Et puis, vous voyez... On avait des techniciens. Oui, vous voyez le ministre débarquer et puis on le conduisait vers un espace à perte de vue avec beaucoup de brousse et il restait là et il faisait son hochement de tête comme s'il se rendait compte qu'il existe vraiment des terres cultivables. Je me rappelle quand Boni Yaya est allé dans la vallée du Niger, il dit bientôt toute cette partie-là sera du riz. Voilà. Partout, on aura du riz partout. Donc, il a là cette intelligence-là de créer des événements pour enterrer d'autres et pour ramener le peuple à autre chose. Je crois qu'il joue encore à ce jeu. On ne peut pas le lui interdire. C'est un communicateur, Boni Yaya, et il sait qu'en le faisant, le peuple va porter son attention sur lui et bien sûr Gaël fait des gains politiques. Et Eric, on aura les deux sur notre dos et en face de nous, en tout cas pour les 3 prochaines années, ça c'est sûr. Mais ça va être sous quelle forme? Du direct au direct, c'est-à-dire tac au tac, comme déjà on a sollicité du Achapodi, ou bien ça va être par les collaborateurs interposés? Je pense qu'un peu des deux. Les deux personnalités ne manqueront jamais l'occasion de se lancer des pics. Et puis après, ils sont entourés de pas mal du monde. Il y aura donc des ouvriers à leur service et qui voudront aussi assurer la continuité du service. Hier, j'ai vu une rencontre entre le non-progressiste, le Renouveau et puis le Bloc républicain. C'est tellement qu'ils se sont rendus compte que en face, il nous faut aller peut-être aussi sur le terrain apporter notre discours dans tout ce qui se dit du côté de l'opposition. Parce que là-bas, les autres, ils ont déjà pris le devant des choses. Et ça va véritablement continuer. Mais j'estime que pour la qualité du débat public et politique à la fois, ce n'est vraiment pas de ça que nous avons vraiment besoin. Voyez-vous, c'est des événements que nous avions déjà connus par le passé. Les deux personnages, nous les connaissons véritablement. Quand ça commence comme ça, c'est que l'environnement est très pollué et cela nous amène vers des crises. Nous avons des élections générales et nous avons besoin d'entendre des discours assez polis, assez clairs, sur des sujets pertinents qui ouvrent, n'est-ce pas, notre horizon sur comment est-ce que nous allons pouvoir gérer à nouveau le Bénin les 10 prochaines années. C'est vrai que du côté de la mouvance, on ne peut pas reprocher à un président en exercice de vouloir conserver ses acquis, n'est-ce pas, en œuvrant pour une continuité. Et de la même façon, on ne peut pas reprocher à une opposition de relever des insuffisances pour proposer une autre alternative. Et je pense que c'est à ce niveau que ça doit pouvoir se jouer et non de nous rappeler. J'ai remarqué, on est allé chercher un courrier qu'on a envoyé depuis 2013, je pense, un courrier de Mathurin Nago qu'on est allé exhiber à Dogbo. Je lui dis non, écoutez, combien de temps on a pris, on a fouillé, on a fouillé des archives pour montrer que l'un avait félicité l'autre pour avoir le courage d'introduire une révision. Bon, aujourd'hui, l'autre il se trouve là du côté de la mouvance. Qu'est-ce qu'il peut dire? On allait présenter ça à ses frères et à ses soeurs de Dogbo. Je dis, mais bon, on lui a créé un problème, il devra sortir. Oui, mais quel problème, puisque lui-même il devra venir justifier sa retraite. C'est une politique. De la politique. Il a dit. Il n'y a pas une retraite en politique. Il devra venir justifier. Ah oui. Est-ce que c'est vraiment ça scientifique? On ne va pas dire que Boni Yaya a imité la signature de son ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur ou de son du président de l'Assemblée nationale, William. Alors, comment ça va se passer? Ça va être du tac au tac, ça va être des uppercuts directs au front ou comment ça va se faire? Il faut un savant dosage. Parce qu'on a besoin de voir l'opposition relever les limites de la gouvernance Talon. Et la gouvernance Talon a besoin de brandir ses réalisations pour défendre un bilan. C'est l'heure du bilan. Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a jamais fait le bilan. Pas le bilan face au peuple. Parce que à une occasion, on a manqué de faire un bilan parce qu'on n'avait pas certains cadres de l'opposition en face à la présidentielle de 2021. Donc, pour moi, ce n'était pas un bilan. Donc, aujourd'hui, le vrai bilan est là. On a eu des élections législatives qui sont souvent un peu la bonne configuration de l'atmosphère politique, qui ont crédité les démocrates de 28 députés. Mais à la fin du mandat, par rapport aux 10 ans de Patrice Talon, les élections de 2026 seront le véritable baromètre. Donc, la mouvance présidentielle a besoin d'un Boni Yaya actif et du Parti des démocrates actif dans l'objectivité pour pouvoir défendre son bilan. Vous parlez de politique là? Oui, je parle de politique. Objectivité. Oui, parce que le peuple est objectif, lui. Le peuple souverain, tous ces acteurs dont nous parlons
ont bénéficié par représentation, par démocratie représentative, du crédit du peuple. Aucun n'est légitime. La légitimité, la souveraineté appartiennent au peuple. On a besoin d'un peu des deux. Et on a besoin d'un Patrice Talon aussi qui défende son bilan. Mais attention, les démocrates, avec le débat sur la révision et bien d'autres questions d'actualité de tout temps, vont s'éloigner de leur projet d'avant 2026 et ce sera une stratégie parfaite pour la mouvance présidentielle. C'est-à-dire quoi? Ils ont vendu aux Béninois l'ours avant de l'avoir tué, ils ont vendu la peau, ils ont parlé de loi liberticide, ils ont parlé d'un dispositif législatif à toiletter, à réformer à l'Assemblée nationale. Ils sont à l'Assemblée nationale depuis 1 an, rien ne se profile encore. Du côté de la loi d'amnistie, rien ne se précise encore, c'est un revers, ils n'en sont pas encore guéris, ils ne savent pas ce qu'ils font de la loi sur l'embauche et de toutes les lois qu'ils ont critiquées. Ils vont prendre tout leur temps à répondre à Boni Yayi, ça va les distraire du côté de la mouvance présidentielle, ce serait un gain politique intelligent. Attention à ne pas se laisser distraire. Je suis d'accord avec William pour dire que vous savez que le directeur de campagne de Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, c'est Boni Yayi. Parce qu'il a pris son bâton de pèlerin, il est passé à Bassila, il est passé à Comé pour parler de Patrice Talon au point où tout le monde voulait découvrir qui est Patrice Talon. Moi, j'avais vu... Il a repris du service alors? Oui, il a repris du service, mais par contre, il était bien payé. Si de l'autre côté, on s'occupe également de Boni Yayi, c'est qu'on va lui faire également... Sauf qu'il n'est plus candidat à rien du tout. L'autre également ne sera plus candidat à rien du tout. Mais je travaille pour leurs héritages. Oui, je pense que Boni Yayi fait cela pour essayer de faire le contrepoids. Au niveau du Parlement, ils sont en minorité, et donc sur le terrain politique où tout est permis, aller de localité en localité chaque week-end, c'est permis. Donc Boni Yayi fait cela pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Mais je pense également qu'au niveau de la mouvance, on doit pouvoir libérer les gars, on doit pouvoir donner les moyens. C'est quand on ne les a pas embrigadés. Hein? Non, quand vous voyez, la parole n'est pas encore libérée à mon avis. Il faudrait que les gens aillent sur le terrain. Il faut que les gens puissent aller rencontrer les populations pour leur parler. Contribution d'un téléspectateur. Je revois pointer à l'horizon le même contexte, la même hypocrisie, la même ambiance d'avant l'élection de Patrice Talon. Donc on va continuer à faire cette guerre-là. Allez, vous avez vu la mobilisation populaire à Dogbo là? C'est Yayi, ça. C'est tout Yayi. Faut-il s'énerver ou faut-il vraiment avoir juste des craintes côté mouvance? Non, il faut s'énerver. Il faut avoir des craintes. On connaît un peu la stratégie de mobilisation. Hein. Les mêmes demain vont se retrouver autour d'un certain... Je ne sais qui va sortir. Oui, qui va sortir bien les moyens. Je sais comment Boni Yayi, on sait et on l'a vu pendant 10 ans comment il mobilise. S'il veut mobiliser tout Cotonou autour de lui. Mais il n'a plus les moyens de l'État comme ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Il n'a plus les moyens financiers comme il était au pouvoir. Et puis il n'a pas les ministres qui l'accompagnent, les députés qui l'accompagnent pour la mobilisation aussi. Estime qu'il a pu laisser dans le cœur des Béninois, ajouter à quelques moyens financiers qu'il utilise, je crois que ça marche. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer, Eric, cette mobilisation-là? Vous pensez que c'est les sous qui ont circulé comme Franck le laisse transparaître là? Bon, ça peut être possible, mais en même temps, nous savons que quand l'ancien président il descend dans un environnement, ça a toujours drainé du monde. Mais après, nous savons ce que ça donnait hier. Enfin, hier en 2016, si le monde ou la foule pouvait véritablement être un indicateur, peut-être que Sébastien Diavon serait actuellement président de la République, voyez-vous, ou peut-être bien d'autres candidats. Patrice Talon, qui est quand même resté en 2016 très posé, a fini par être président. Et que cela ne soit pas non plus du côté de l'opposition. Il ne faut pas que ce que nous voyons comme mobilisation autour de l'ancien président soit comme une poussière aux yeux. Il doit pouvoir savoir qu'il leur faut encore plus que ça, de stratégie à pouvoir davantage convaincre la population. Si pour eux, la personne de Yayi Boni, l'image de Yayi Boni est un atout, n'est-ce pas, pour leur cause, il leur faudra justement ne pas se contenter du monde que nous voyons derrière l'ancien président. On voit se développer de plus en plus la stratégie des démocrates en mettant Boni Yayi à la tête, c'est-à-dire une figure admirée, une figure adulée pendant longtemps par une partie des Béninois, et donc pour reconquérir le cœur. Attention, quelqu'un d'entre ces politiques a dit de faire la nuance entre la foule
et le peuple. Moi, les mobilisations, c'est le propre de Boni Yayi, populiste, grand populiste de son État, et il en a l'art. Ce n'est pas un grand locuteur, un grand orateur, mais dans ses discours fleuves, de plusieurs minutes, il s'est harangué des foules pleines d'émoi, des foules qui sont acquises à sa cause. C'est l'homme, ça lui ressemble depuis 2006 et un peu avant. Comment est-ce qu'il réussit ça? La bondieuserie, la prière ou la prière, décidément. Mais non, je ne l'explique pas. Je ne suis pas stratège politique. Je n'explique pas cette popularité de fait de Yayi. C'est-à-dire, quand dans le temps, il maintient ça, je ne sais pas... Ça fait comme beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Ça ne descend pas. Ça ne descend pas. C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est toujours les moyens? Vous l'aviez dit. Si c'était vraiment les moyens, il y a quelqu'un qui a suffisamment dépensé en 2016 mais qui n'a pas été élu. Justement, je pense qu'il y a aussi cette sympathie que une bonne partie de la population nourrit à l'ancien président Boni Yayi. Cette façon d'amuser. Même à Dogbo, vous voyez un peu le français, un peu le fond, qui n'aime pas trop clair. Ça faisait rire, ça faisait applaudir, des trucs comme ça, des pics de joie. Donc je pense que c'est tout un mélange qui prend en compte un peu la nature de l'homme, qui est vraiment le genre de personne qui est très accessible aux grands, aux petits, aux enfants, voyez-vous, et cela participe à cette mobilisation que nous voyons assez souvent autour de la personne. Maintenant, quand nous voyons du monde autour de Yayi Boni, est-ce que ça prend en compte le parti Les Démocrates, voyez-vous? Parce que quand je vois Yayi Boni avec sa mobilisation, il n'a pas réussi à transférer, par exemple, cela autour de Zissou, qui était son choix, voyez-vous. Donc, on voyait plus du monde autour de Yayi, mais autour de son candidat, c'était pas trop le cas. Donc, est-ce que si, pour 2026, les démocrates choisissaient le candidat, si Yayi va en campagne, il y aura du monde autour de Yayi. Mais autour de leur candidat, qu'en sera-t-il? On a beau apprendre à Zissou comment dire Korekui dans ce pays. Boni Yayi derrière lui tout le temps, tenant sa main, mais ça n'a pas... On a eu quand même beaucoup d'événements par le passé. Dogo me rappelle quelque chose. Vous vous rappelez sous Boni Yayi? Oui, Dogo, le fameux pont. En tout cas, nous préparons actuellement un contenu qui va nous replonger dans ces événements. Ah, ça réjouit tellement, William. Ça ne me réjouit pas. Ça m'arrache des sourires. Ça nous montre que nous n'évoluons pas. Nous tournons en rond. Oui. Ah, il y a un changer de sujet, on va parler. Avec les mêmes acteurs. Oui, avec les mêmes acteurs. On va racler le fond. On va parler de deux sujets. On va parler de la pérennité de cette affaire-là. Est-ce que vraiment cela le fond? Oui, on va racler le fond. Il n'y en a plus. C'est fini. Hein? À moins que vous ayez autre chose à proposer concernant toujours les Vaudondéisme. Dans le fond, je sais qu'il y a quelque chose dans le fond qui va revenir. Ah bon? Comme quoi? Dites-nous le secret des dieux. Commencez pas à poser les questions, vous verrez. Allez, faut-il craindre pour le suivi de cette initiative? Et puis, faut-il déjà conclure à un populisme à la Talon aussi? Quand on l'a vu d'abord s'agenouiller devant un clitor pour échanger avec lui, ou peut-être s'asseoir même à même le sol, à même les pavés de Ouida pour discuter comme un citoyen lambda au bord de la rue qui s'ennuie est-ce que je dois faire cette caricature-là? Des embêtements de sa femme à la maison. Allez, Eric, on est dans le populisme à la Talon là. Nous savons que ce n'est pas le genre, ce n'est pas son truc, j'ai envie de dire, populisme. Je pense que il a même fait l'effort de ne pas trop s'exposer, de ne pas, comment on dit, prendre la tête des Vaudondéistes. Les quelques sorties que nous avons vues de l'homme, vous avez vu, c'est juste quelques faits et gestes qui, pour moi, s'imposaient à lui. Il ne peut pas quand même voir nos ancêtres et ne pas s'incliner. C'est la moindre des choses, même si vous aussi, on vous mettait dans le contexte, vous ferez pratiquement... Oui, mais les pavés ne lui ont rien fait, ne lui ont rien demandé non plus. Hein, pourquoi il va s'asseoir? Ben, si autour de lui, en regardant autour de lui, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a comme siège. Et qu'il a envie de se soulager. On va pas, il va quand même pas demander, allez, je vais amener mon trône du palais. Allez, Franck. Donc, je pense que il a quand même fait l'effort que son image ne prend pas le dessus sur cette organisation, en restant pour le moins discret. C'est Patrice Talon qui est resté debout pendant des heures de concert. Oui, c'est quand même curieux, comme un citoyen lambda, que tout le monde pouvait regarder de quelques mètres près pour dire que bon, voilà un citoyen de l'État comme nous également qui est dans la foule et qui regardait, qui par moment applaudissait aussi, qui souriait un peu. Je pense que Patrice Talon a saisi cette occasion pour montrer qu'il n'est pas incapable de se rapprocher de son peuple,
qu'il peut le faire, qu'il a la possibilité, lui aussi, d'aller peut-être de localité en localité, mais lui, c'est son choix de gouverner et de laisser peut-être ses collaborateurs faire le travail. Mais à cette occasion, le travail? Oui, à cette occasion-là, moi, je pense que Patrice Talon a eu le mérite de montrer que, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, qu'il est proche du peuple et qu'à ces occasions, qu'on peut le retrouver aux côtés du peuple. L'image de Patrice Talon qui est tout le temps dans sa tanière, pour moi, est en train de s'effriter. Plus on approche 2026, et c'est mon constat. Vous savez, les sorties médiatiques, c'est l'autre là qui disait, candidat Zanaï, son ancien ministre, qui disait qu'il faut procéder par la stratégie de l'enfumage. Il faut l'enfumer pour qu'il sorte. La fumée est rentrée dans la tanière? C'est possible. C'est possible et le félin est sorti. C'est possible. Parce que ce n'est pas propre à Patrice Talon. Depuis que les 10 janvier existent, il en a fait au moins depuis 2017, je crois que c'est la toute première fois, c'est vrai que c'est la première fois que ça prend la forme d'un festival, mais c'est la toute première fois que le président de la République y participe et de cette façon. Vous voyez, en contact permanent avec vous voyez, le président Talon fredonnait Sagboura pendant les Vodou Days. Vous voyez le président Talon admirer Eleonore Yaïla Descamps et une autre personnalité dont je ne connais pas le nom danser sur des rythmes traditionnels à côté de Louis Vlavou. C'est une image qui n'a jamais existé, à moins que j'ai des problèmes de mémoire depuis 2016. Cette image de Patrice Talon remonte à la campagne présidentielle de 2016 et ce ne sont que quelques petites séquences. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas forcément sa stratégie, ce n'est pas sa manière de gouverner. Tout à l'heure, quand Franck parlait des tournées de Boni Yayi et de ses ministres, j'avais envie de dire, est-ce que Patrice Talon n'en a pas fait? Et de mémoire, je reconnais juste la tournée de vulgarisation du PAG. Cela voudra dire que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas... Même quand il l'a essayé quelquefois... aussi de quelques tests votés à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale avec les députés, mais avec les ministres. Vous pensez au PAG, vous pensez à la crise Covid, et pas Covid, et à la crise ukrainienne, où tout était dû à l'Ukraine à une époque. Pour moi... Par rapport aux soldats également. Les ministres, les ministres du gouvernement. Il y a eu des tournées. Bon, quand même. Quand je ferme cette parenthèse, je trouve que ce n'est pas la stratégie de l'homme. Et donc, est-ce qu'il modifie sa stratégie? Est-ce qu'il se dit c'est le moment maintenant? J'amorce la descente. Le débat politique est de plus en plus houleux. Il faut que je parle, que je délie de la langue, que je sois dans l'action politique, je sois dans l'action publique. C'est ce que je constate et j'attends de voir les fruits de ce changement de stratégie, parce que du côté de l'opposition, c'est intéressant. C'était déjà la stratégie de l'opposition, sauter sur chaque instant. Donc, ça va donner du gré à moudre, quitte au débat politique de s'animer avec un peu plus d'effervescence. Est-ce que ça va se pérenniser, cette affaire de Vodou Days là? Oui, quand j'entends qu'en août, à Porto, il pourrait y avoir une initiative similaire ou dérivée, et quand je vois l'engouement populaire et quand je vois... Parce que vous savez, une initiative admise n'est pas une initiative qui fait l'unanimité forcément. Mais quand une bonne majorité ou un grand monde s'en réjouit à un certain niveau, déjà on peut commencer par se trouver insatisfait. Si quand je prends ces aspects, je me dis que les gens ont aimé, de toute tendance, les gens ont aimé. Je n'ai pas vu, même les garants des traditions, je n'ai pas vu des attaques par rapport au bien fondé, par rapport au déroulé, à part des choses à réajuster comme toute œuvre humaine. Donc, ça pourrait être pérennisé. Mais dans ce genre d'initiative, en bon citoyen, épris de la bonne gouvernance, moi, j'aime quand on nous fait le bilan. Ça a coûté à l'État béninois telle chose, et voilà. Franck, oui, est-ce que ça va être pérenne, vraiment, cette initiative, quand on sait que chez nous au Bénin, quand un gouvernement arrive, c'est lui le plus intelligent, et tout ce qu'on a fait avant lui, c'est mauvais, il faut ranger tout cela dans la poubelle. Oui, on doit œuvrer, on doit véritablement travailler à ce que les Vodou Days puissent se pérenniser. Faire une première édition ou deux, et qu'un régime s'installe après et balaise tout cela, je pense que ça sera du gâchis, parce que véritablement, moi je pense que les Vodou Days ont apporté un plus à la valorisation de nos cultures, surtout à la visibilité de nos valeurs. Eric? Oui, on pourrait avoir des craintes au plan politique si l'alternance
arriver à changer de position, comme vous l'avez évoqué. Une gouvernance peut estimer que c'est trop coûteux, cette affaire de vaudondisme, nous n'en avons pas les moyens, donc nous mettons ça de côté, mais cela serait une erreur. Il nous faut voir, comment on dit, l'approche culturelle qui rehausse le Bénin, et plutôt ne pas mettre la politique dans cette affaire. Et peut-être que nous aurons bien d'autres éditions, n'est-ce pas, pour notre pays. Au plan du budget, je n'ai pas envie d'avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu, en tout cas, on ne le fait pas avec des millions, peut-être bien au-delà. Alors, est-ce que l'État va pouvoir toujours mobiliser les ressources nécessaires pour organiser les vaudondismes, ou peut-être faire entrer le privé qui peut certainement se positionner et récupérer quelque part et continuer. Donc trouver un modèle économique viable aussi pour que cela ne soit pas une volonté d'un chef d'État, pour que ça soit un mécanisme de financement public ou privé pour vraiment continuer par produire les vaudondismes. Je pense côté spectacle, envie, aucun citoyen ne peut aujourd'hui remettre en cause que ça a été quand même un moment assez appréciable, n'est-ce pas? Il y a eu du beau, du bon. Quand vous voyez, enfin pour les deux concerts, il n'y avait pas que des Béninois ici. Il y avait un mélange de population, des gens qui étaient émerveillés, n'est-ce pas, à s'offrir ce moment du côté de la presse. C'était intéressant. Après, il y a un boom du côté des centralisations. Il y a un boom que nous allons observer. C'est sûr et certain que vous repartez aujourd'hui à Ouidah pour un lopin de terre. On ne vous donnera pas le même prix qu'on vous a donné il y a 2 ans en arrière, parce que en perspective, des gens vont commencer par s'installer, surtout des agences immobilières, pour faire du profit. Pour que les éditions prochaines, on ait plus de capacité à pouvoir garder les gens. Je crois qu'on va finir en réalité. Oui, c'est une anecdote racontée par quelqu'un que j'ai rencontré. Il dit, mais lui, il était dans la zone d'Abomey. Un sage l'a approché et lui a dit, mais ce que vous êtes allé faire à Ouidah, là, l'argent pouvait construire une salle de classe avec, on pouvait créer telle ou telle chose. C'est pour dire que ça ne fait pas forcément l'unanimité. Il y a des critiques par endroit. Mais tirons le positif qui est dedans et avançons. Sur la pérennité, vous allez voir que donner l'emphase à un aspect de la République ou un autre relève de la volonté politique des gouvernants. D'autres gouvernants viendraient et ne mettraient pas le cap sur la culture ou ne seraient pas assez intéressés par le vaudou, et ils feraient autre chose. Et on ne leur en voudrait pas parce que l'État, il est laïque en fait. Merci, chers amis. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Je vous propose de suivre ce que je ne comprends pas et la revue de presse. Moi, je vous reviendrai demain. Bonne journée. Bon, ça fait un bon temps, un bon moment que nous sommes en train de constater que les fers à béton que nous utilisons aujourd'hui n'est plus les fers comme avant. Je vais vous montrer l'exemple que j'ai en main actuellement. Vous voyez le fer que j'ai en main là, c'est un fer de 8 à béton. Vous voyez sa qualité. Et c'est un fer en utilisant, quand on plie là, ça se casse lui-même. Vous voyez, fer de 8. On fait comme ça. Et quand on fait que ça casse lui-même. Donc c'est ça qui m'a étonné. Ce que je ne comprends pas, c'est par rapport au fer de construction, fer de 8 là quoi. Avant, quand tu prends le fer de 8, c'était de qualité. Mais depuis un bon moment, c'est le fer de 6 qui est devenu fer de 8. Et on ne sait pas où se trouve le ministre du Commerce et de l'Industrie pour qu'il contrôle comment ça se fabrique sur des usines et au niveau des points de vente aussi. Nous demandons aussi à chef de l'État, on sait qu'il fait, mais de mener cette lutte-là pour qu'on trouve de qualité, parce que c'est là que les âmes vont dormir. Si le fer n'est pas de qualité, on ne peut pas, le bâtiment ne peut pas durer quoi. Donc c'est pour cette raison nous lui demandons, avec son ministre de l'Industrie là, de mettre de sérieux pour surveiller ceux qui fabriquent et vendent de fer de 8 là quoi. Vous voyez actuellement, on nous entend parler de tôles laïques, je ne sais pas, laïques ou bien quoi. Actuellement, si vous allez dans les quincailleries pour acheter des tôles, la tôle,
La fois passée, j'ai acheté quelques paquets de tôle là, mais j'ai retourné. Parce que le menuisier qui veut travailler avec ça dit qu'on ne peut pas l'utiliser. Que quand on utilise en un an, que ça se gâte. Hein? Donc je suis obligé d'utiliser et ils m'ont tourné, ils m'ont changé d'autres. C'est dans ma chambre. Et ils m'ont vendu ça cher. Hein? Et on ne comprend plus. On nous a dit qu'il y a tôle qui va venir sauver là. Mais actuellement, les tôles qu'on trouve, on ne sait plus ce qui se passe. Donc c'est pourquoi c'est ce qui me pousse à crier. Parce qu'il ne faut pas qu'on va payer les choses et utiliser aujourd'hui. En 2050, on aura des problèmes, ou bien en 2025, ou bien en 2026, on aura des problèmes, ce n'est pas à peine. Hein? Quelque part, vous allez, on vous dit faire de 8, l'original à 3000. Quelque part, on vous dit que c'est à 2200. Je ne comprends pas. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est le prix unique. Quand on dit faire de 8, c'est faire de 8. Mais depuis un bon moment, là, ça a changé. On ne comprend plus à Parakou. Bon, ça fait un bon temps, un bon moment que nous sommes en train de constater que les fers à béton que nous utilisons aujourd'hui n'est plus les fers comme avant. Je vais vous montrer l'exemple que j'ai en main actuellement. Vous voyez le fer que j'ai en main là. C'est un fer de 8 à béton. Vous voyez sa qualité. Et c'est un fer en utilisant, quand on plie là, ça se casse lui-même. Vous voyez, fer de 8. On fait comme ça. Et quand on fait que ça casse lui-même. Donc c'est ça qui m'a étonné. Ce que je ne comprends pas, c'est par rapport au fer de construction, fer de 8 là quoi. Avant, quand tu prends le fer de 8, c'était de qualité. Mais depuis un bon moment, c'est le fer de 6 qui est devenu fer de 8. Et on ne sait pas où se trouve le ministre du Commerce et de l'Industrie pour qu'il contrôle comment ça se fabrique sur des usines et au niveau des points de vente aussi. Nous demandons aussi à chef de l'État, on sait qu'il fait, mais de mener cette lutte-là pour qu'on trouve de qualité, parce que c'est là que les âmes vont dormir. Si le fer n'est pas de qualité, on ne peut pas, le bâtiment ne peut pas durer quoi. Donc c'est pour cette raison nous lui demandons, avec son ministre de l'Industrie là, de mettre de sérieux pour surveiller ceux qui fabriquent et vendent de fer de 8 là quoi. Vous voyez actuellement, on nous entend parler de tôles laïques, je ne sais pas, laïques ou bien quoi. Actuellement, si vous allez dans les quincailleries pour acheter des tôles, la fois passée, j'ai acheté quelques paquets de tôles là, mais j'ai retourné. Parce que le menuisier qui veut travailler avec ça dit qu'on ne peut pas l'utiliser. Que quand on utilise en un an, que ça se gâte. Hein? Donc je suis obligé d'utiliser et ils m'ont tourné, ils m'ont changé d'autres. C'est dans ma chambre. Et ils m'ont vendu ça cher. Hein? Et on ne comprend plus. On nous a dit qu'il y a tôle qui va venir sauver là. Mais actuellement, les tôles qu'on trouve, on ne sait plus ce qui se passe. Donc c'est pourquoi c'est ce qui me pousse à crier. Parce qu'il ne faut pas qu'on va payer les choses et utiliser aujourd'hui. En 2050, on aura des problèmes, ou bien en 2025, ou bien en 2026, on aura des problèmes, ce n'est pas à peine. Hein? Quelque part, vous allez, on vous dit faire de 8, l'original à 3000. Quelque part, on vous dit que c'est à 2200. Je ne comprends pas. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est le prix unique. Quand on dit faire de 8, c'est faire de 8. Mais depuis un bon moment, là, ça a changé. On ne comprend plus à Parakou. Bonjour à toutes et à tous. Une rencontre s'est tenue hier entre les dirigeants du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, rapporte Fraternité. À 2 ans des élections générales au Bénin, ça bouge dans les états-majors des partis politiques. Et le point commun de ces mouvements est de resserrer les rangs pour l'assaut ultime. Dans cette veine, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont eu dans la journée de ce mardi 16 janvier 2024 une séance d'échange. Ceci dans le cadre des rencontres périodiques visant à évaluer l'accord de gouvernance qui les unit, précise le quotidien domestique. L'information est relayée par le Télégramme qui indique que cette rencontre au sommet
entre les deux formations politiques de la majorité présidentielle vise à maintenir la cohésion et le bon vivre ensemble. Restons dans le registre des élections présidentielles de 2026 pour évoquer la une de l'autre quotidien. Le journal s'interroge sur comment faire pour décrocher le Graal. Les détails à retrouver à la page 3. De son côté, Le Matin s'intéresse à la lutte contre le paludisme et nous apprend qu'une importante quantité de doses de vaccins antipaludiques a été réceptionnée par le Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a réceptionné le lundi 15 janvier 2024 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou 215 900 doses de vaccins antipaludiques. La cérémonie a connu la présence du représentant résident du système des Nations Unies, Salvatore Nyonzima, et des chefs d'agence de l'UNICEF et de l'OMS. Mesdames et messieurs, achevons cette revue par un carnet noir. Dans le département du Zou, le corps sans vie d'un commandant a été retrouvé, nous signale le potentiel qui annonce l'ouverture d'une enquête. En mission dans le Zou, le commandant Soumanou, fonctionnaire des eaux et forêts, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La découverte tragique du corps sans vie a été faite le dimanche 14 janvier à Abomey. Fin de la revue de presse de ce mercredi 17 janvier 2024. Vous n'avez jamais demandé